Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Alors la semaine dernière, on était en compagnie d'Olivier. Olivier nous a expliqué ce qu'était le trekking. Il nous a parlé des bienfaits, des bénéfices. Il nous manque de quoi j'ai besoin pour réussir mon premier trek. Alors c'est parti. Bonjour Olivier. Bonjour Sandrine. Alors la semaine dernière, tu nous as vendu du rêve pour nous motiver à faire du trek. À partir en trek. Cette semaine, t'as essayé, non, t'as bien réussi la mission. Cette semaine, on a besoin de toi pour savoir de quoi on a besoin pour partir et réussir notre premier trek, quoi. Parce que ce serait quand même un peu galère de pas partir avec le bon équipement. Alors... on peut commencer par, tu vois, moi je pensais pour passer la nuit à l'extérieur, je peux prendre une tente. Ou je peux partir en refuge. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer Oui, donc du coup, voilà, quand on part sur plusieurs jours, forcément, il y a une période qui s'appelle la nuit où il va falloir qu'on dorme. Donc... oui, logiquement, ouais. il y a plusieurs... donc, il y a pas 15 options. Hein, il y a possibilité donc, de dormir en tente. Donc les tentes, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Il y a des tentes, donc par contre les tentes de bivouac qu'on va emporter avec soi, qui vont être quand même compactes et légères pour le trek, parce qu'il faut bien évidemment penser qu'il faut porter tout son équipement. Oui. Donc le trekker, lui, va être à la recherche du poids et donc existe maintenant dans tout un tas de marques, mais chez Forclaz notamment, des tentes de trek ultra légères où on arrive à être à moins d'1 kilo par personne. Donc il y a des tentes une place et des 2 places. Oui, ça va, c'est très léger. Donc en 1 place, 2 places ou 3 places. D'accord. Après au-delà c'est de la familiale, on est sur 20 kilos, donc c'est pas la peine. Oui. Donc si tu fais du trek, tu ne peux avoir qu'un enfant. Non, tu peux avoir plusieurs enfants à partir du moment où si maman porte une tente 3 places et papa porte une tente 3 places. Moi, je pensais que c'était que le papa qui portait. Donc Bah oui, c'est la mule. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Oui. Donc non. Après, il y a possibilité de moduler tout ça, bien sûr. Il y a même des tentes qui sont dissociables. Donc madame peut porter le double toit, monsieur peut porter la chambre. Donc le double toit, c'est la toile qui vient protéger des éléments extérieurs, de la pluie. Et la chambre, c'est la petite partie moustiquaire avec le tapis de sol qui se trouve à l'intérieur. Oui. Donc madame va porter le double toit, monsieur va porter la chambre et les arceaux et les petites sardines, etc. Donc après, on divise le poids par 2, c'est parfait. Et donc ensuite, pour tout ce qui est refuge, quand on planifie son itinéraire, il y a possibilité de voir s'il y a des refuges au point de chute. Et donc avant, quand on prépare son itinéraire, donc de téléphoner pour réserver sa nuit dans ces refuges. En général, c'est des gens adorables qui tiennent ça. Très souvent, on est accueilli avec un grand sourire et une bière fraîche et franchement de la bonne bouffe et des lits qui sont agréables aussi. Ça fait du bien de temps en temps. Ouais, ça fait du bien de temps en temps en fait de se faire une petite nuit en dur quand on part longtemps. On dort 5, 6, 7 fois d'affilée en tente, donc c'est super bien, hein. Mais c'est bien aussi d'avoir une bonne douche. J'allais dire la douche aussi, ouais. Voilà. C'est bien pour les autres. Et de dormir sur un matelas pour reposer un peu tout. Et il me semble que la dernière fois, dans le premier épisode qu'on a fait ensemble, tu parlais, les itinéraires sur les applications ou alors les petits bouquins, les topos, je pense. Oui, tu peux retrouver donc ces coordonnées de refuge. Oui, tu les réserves à l'avance. Hein. Sur les topos, tu trouves tout ça. Donc après sur les applications, tu vas avoir des petits pictos qui annoncent qu'il y a des refuges ou des gîtes ou quoi que ce soit. C'est sous forme d'une petite maison rose, il me semble, entourée d'un carré. Par contre, t'as pas les coordonnées, il y a rien du tout. Sur les topos, par contre, c'est beaucoup plus précis. Tu as tout, les numéros de téléphone, les adresses mail, les emplacements sur la carte, etc. Quand on part dans les massifs en montagne, il y a un site internet qui est quand même assez sympa qui s'appelle Refuge Info. C'est un site internet qui est collaboratif où chacun peut poster et dire là j'ai fait les plateaux du Vercors, il y avait une cabane fermée avec une cheminée ou pas, ou tu vois, ou des cabanes ou des gîtes. Ils vont te donner des renseignements bien précis sur ce qu'ils ont vu et vécu. Tout à fait, ouais. Il me semble que le choix du sac à dos, dans tous les équipements auxquels je pense, le sac à dos, ça doit être quand même un peu crucial, non ? Est-ce qu'il y a un choix un peu particulier à faire ? Est-ce que tu me donnes des conseils là-dessus ?
Entre le sac à dos et les godasses, ça fait partie des plus importants. Donc le sac à dos, oui, effectivement, c'est de toute façon, il faut transporter tout son matériel. Il n'y a pas de secret. Donc le sac à dos est primordial. Après, en magasin, il faudra définir en général le nombre de jours où vous allez partir pour définir le volume du sac à dos. Il existe différentes sortes de sacs à dos de trek. Hein. Ce qui est vraiment important, donc, c'est de le choisir, de bien le tester en magasin. Mais c'est le réglage des... Ah mince, je perds le... Des bretelles. Le réglage des bretelles, effectivement. Alors toutes les bretelles, donc la ceinture ventrale, la ceinture pectorale, les bretelles, etc. Donc souvent les sacs à dos sont portés majoritairement sur les épaules et c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Si les sacs à dos de plus de 50 litres ont des grosses ceintures ventrales, c'est que justement c'est le bassin qui va porter 60-70% du poids pour limiter les impacts au niveau et les charges au niveau des trapèzes, parce que sinon si vous marchez avec un sac à dos sans mettre la ventrale, au bout de 2 heures, vous pourrez plus bouger le cou, c'est pas possible. Voilà. Donc le plus lourd ne se mettra pas au fond, il va se mettre au plus près de son centre de gravité, de manière à ce que ça tire pas vers l'avant, que ça pousse pas vers l'arrière. Voilà, tout ce qui est léger donc va se mettre autour. Donc en général, moi je mets le sac de couchage au fond. Tout ce qui est réchaud-popote au-dessus, la tente, si elle est à l'intérieur, je la mets vraiment le long de ma colonne vertébrale. Et puis après, on essaye d'équilibrer au plus les charges pour pas être tiré à droite ou à gauche. Voilà pour les sacs à dos. Donc pour le sac, et après chaussures, hein, parce que de toute façon, oui, on marche principalement. Donc les chaussures, ça doit être hyper important. Tu as des conseils là-dessus ? Il y a 2 écoles. On voit pas mal de gens marcher avec des chaussures de trail. Ils ont besoin d'avoir quelque chose de très souple, de très très accrocheur et en montagne. Et il y a l'autre école dont je fais plus partie. Moi, j'ai plus besoin de maintien à la cheville, donc d'avoir des bonnes chaussures de montagne, des bonnes chaussures de trek. Qu'est-ce qui diffère donc ces 2 types de chaussures? Ça va être clairement sur la semelle, la tige. Donc là, on est sur une tige haute. La cheville va être maintenue. Sur l'accroche, donc on va avoir des semelles beaucoup plus cramponnées avec une gomme un peu plus dure, de manière à ce que ça adhère et que ça accroche un peu mieux. Elles sont imperméables aussi généralement. Et puis si vous devez traverser un ruisseau, si vous prenez une averse ou etc. Vous avez tout ce qui est protection des pieds, des orteils, donc le pare-pierre en avant. Si vous traversez un pierrier qui a un petit ébouli, vous prenez un caillou sur un orteil, voilà, ça va vous protéger. Donc c'est tout un tas de petits détails qui font que les chaussures montantes sont quand même intéressantes à porter. Peut-être pour la fin de la journée aussi. Voilà, exactement. J'allais y venir. Quand on se fait une grosse journée de trek le soir avec un sac à dos de 15 kilos, le matin, on est frais comme un gardon, il n'y a pas de souci, mais quand on descend au camp le soir, on a quand même on est un peu plus fatigué au niveau des jambes. Et, donc, il faut vraiment maintenir la cheville pour éviter qu'elle parte. Plus sécuritaire, tu veux dire. Exactement. Parce que les entorses sont quand même vite venues. On n'est pas tous ultra musclés au niveau proprioception, au niveau des chevilles. Et donc, c'est quand même intéressant de les maintenir. Autre chose, alors je suis sûre que tout le monde a connu ça. Les chaussettes. Les chaussettes qui te font... Finalement, c'est pas la chaussure qui te fait mal. C'est la chaussette qui est pas bonne et qui te fait des ampoules. Ouais, c'est ça. T'as un conseil ? Le combo chaussette-chaussure est crucial. Surtout, bannissez le coton pour de la randonnée sur plusieurs jours, même sur de la randonnée sur une grosse journée. Le coton, en fait, est très bien dans certains cas, mais pour la rando, il a une sale tendance à garder l'humidité, donc la transpiration des pieds, et être un petit peu abrasif. Donc, il va créer des échauffements des irritations. Exactement. Et potentiellement amener plus facilement des ampoules. C'est surtout ce qu'on veut pas. Il existe des chaussettes de rando, donc en synthétique, avec des bouclages en polyamide aux talons, aux orteils pour éviter, donc anti-irritation justement, avec un petit peu de laine mérinos aussi. La laine mérinos, non, n'est pas chaude. Dans ces cas-là, ce sera pas des chaussettes d'hiver, ça sera des chaussettes toute saison, qui ne grattent pas et qui aussi apportent le côté antibactérien, donc qui ne puent pas. Donc ça aura l'avantage pour vous de diminuer par 2 le nombre de paires de chaussettes que vous allez emmener avec vous, c'est-à-dire qu'au lieu d'amener 10 paires de chaussettes parce que vous les changez tous les jours, vous en emmenez que la moitié. Voilà, vous en emmenez que la moitié. Donc là encore, il y a un gain de poids. Tu marches avec des bâtons ou juste en balançant tes bras Alors, tu peux y aller à la Tom Sawyer en balançant des bras. Après, c'est vrai que c'est intéressant de marcher avec des bâtons. Physiquement, il y a plein de bénéfices physiques. Quand on part sur plusieurs jours, tu as un sac à dos sur le dos et les bâtons vont vraiment t'aider à te propulser.
Quand tu marches sans bâton, en fait, tu vas utiliser 100% d'énergie quasiment au niveau de tes jambes. Et après, avec des bâtons, tu as un transfert de patates, en fait, qui va se faire vers le haut du corps, vers la poitrine et les bras. Donc, tu vas économiser à peu près 30% d'énergie au niveau des jambes pour grimper. Ça va t'aider à te hisser. Et tu vas vraiment limiter aussi tout ce qui est impact articulaire en descendant. Donc, ce que tu vas pouvoir en descendant t'appuyer sur tes bâtons et puis décharger un petit peu du poids du sac et pas amener toutes ces secousses sur les genoux et le bas du dos. Donc c'est vraiment intéressant. Les bâtons de rando sont télescopiques. Oui, j'allais te demander, est-ce que Ouais. on peut les plier parce que sinon c'est un peu Ouais, embêtant. tu peux les plier. Donc ils sont télescopiques généralement en 3 brins. Donc ça fait, ils vont mesurer entre 45 et 55 cm suivant les modèles. Donc tu peux facilement les fixer sur ton sac à dos, les mettre à l'intérieur des sacs à dos. Alors les bâtons de trek sont pas les plus légers, parce qu'on va aussi chercher à ce que ce soit robuste. Ah, okay. Il faut pas que le matériel te lâche en pleine montagne. C'est pas comme les bâtons de marche nordiques. Nordique, voilà, Ouais. ou les bâtons de trail qui sont en carbone ultra light, machin, gna, tu vois. Je confonds alors. Okay. Ouais, non, ça on peut, ce sera en fonction de la pratique, là, ça risque de casser, et si ça casse en montagne, ça va plus te ça veut dire que je prends pas des bâtons de trail pour faire du trek. C'est vraiment 2 bâtons avec des usages complètement différents. Exactement. Le bâton peut servir aussi à installer un tarp. Installer ? Un tarp, c'est l'alternative à la tente, donc c'est juste une bâche qui va t'abriter la nuit. Donc tu peux en fait tendre ta bâche et te servir de tes 2 bâtons de marche comme des piquets de tente. Toi, tu fais ça ? Oui, tout à fait. J'ai vu une photo avec un hamac et une toile comme ça au-dessus. Alors là, j'avais pas mis, tout à fait, mais là j'avais pas mis les bâtons, j'avais tendu mon tarp sur une cordelette, sur une fêtière, donc entre 2 arbres. Et donc là j'étais dans les Alpes de Haute-Provence, au-dessus de Digne, et j'ai passé une petite nuit à l'extérieur. C'était génial, c'était génial. Parfait. Et justement la nuit, est-ce que on n'envisagerait pas un moyen de voir dans le noir? Ouais, complètement. Donc parmi l'équipement à emporter avec soi, c'est pas lourd, ça prend pas de place. Il faut prendre une petite frontale. La petite frontale, comme serait intéressante pour éviter de piétiner son collègue à côté pour quand on va aller faire pipi la nuit. Donc pour repérer le spot aussi à l'extérieur, quand on est au camp le soir aussi, quand on discute le soir en buvant le thé ou la tisane, ou quand on veut lire tranquillement ou peu importe. Donc la nuit on n'y voit pas, donc une petite frontale ne pèse rien et sert vraiment. Pour clôturer l'équipement, parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a une dimension responsable dans le trek? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux dire sur la dimension responsable? Oui, ça c'est un point ultra important qui me touche vraiment. C'est à partir du moment où on va dans la nature, on est censé être amoureux de la nature, donc on profite de. J'aime pas parler de terrain de jeu parce que on joue pas avec ça, on en profite, on en dispose, et il faut surtout éventuellement apporter un sac poubelle avec soi, donc ne rien laisser dans la nature. Les petits sachets plastiques, on les remporte avec soi. Le sac poubelle, moi je l'emporte toujours. Je m'en sers pour mettre mon sac de couchage dedans. Au début, quand je pars, pour le protéger de la pluie s'il y a besoin. Donc il restera toujours au sec. Et j'ai donc toujours un sac plastique avec moi pour mettre mes détritus, les remporter à la maison et après éventuellement les trier et les mettre à la poubelle, aux poubelles respectives. Il faut faire attention où est-ce qu'on fait du feu. Il faut pas en faire n'importe où. Il faut bien les protéger. Le fait de faire du feu dans la nature, c'est quand même légiféré, donc c'est limite interdit de partout, mais il y a des fois, on peut pas s'en empêcher. Hein. Mais bon, il faut le faire de manière responsable et raisonnée. Il faut, pour moi, il faut. On parlait la semaine passée de prendre un bain en lac d'altitude. Tu vas pas te laver dans le lac d'altitude. Avec les savons. Tu vas pas te savonner dans le lac où il y a potentiellement des petites truites sauvages ou je sais pas des poissons qui sont tranquilles et tu vas aller les embêter avec ton savon. Il existe des savons biodégradables pour faire ta vaisselle ou pareil, j'allais dire pour la vaisselle, tu vas pas emmener ton pec citron, donc ça, il y a pas de souci, il y a des savons biodégradables qui existent. Tu peux aller faire ta petite vaisselle, aller piocher un petit peu d'eau et tu fais s'écouler ce savon et le rinçage dans la terre à plus de 30 mètres d'un point d'eau. Donc ça va s'infiltrer, ça va être traité après par le sol, là il y a pas de souci. Sur le fait de
sur le fait de marcher, donc il faut, pour moi, rester également sur les sentiers. Oui. Le hors-piste est bien, ça peut être bien, on dit ouais, j'ai fait du hors-piste et tout, c'est trop bien, t'as vu, on est passé en travers, mais là potentiellement on est allé déranger de la faune, on est allé piétiner de la flore qui a rien à demander à personne, alors je pense qu'il y a suffisamment de sentiers en France pour s'éclater, donc ces endroits-là ont déjà été piétinés, ils sont prêts à nous recevoir. Donc, je pense que c'est important de rester sur les sentiers aussi, ouais. Je note. Le mot de la fin ? Un mot pour nous motiver, encore une fois ? Après, le tout, c'est d'essayer, c'est de se lancer. Le trek est pas. On entend parler de ça, on se dit oh là là, c'est super compliqué. Il y a rien de compliqué. Ça peut paraître inaccessible, alors que non, finalement, mais non. On se met vite une barrière. On est vite parti pour se faire une petite rando, une petite balade le dimanche et tout ça. Et on se met vite un frein pour partir faire un trek, alors qu'il n'y a rien de compliqué, c'est juste pareil, sauf qu'on dort dehors la nuit, quoi. Ouais. Et le fait de dormir dehors la nuit, c'est juste génial, ouais. Dans le sens où on se sort un petit peu de son quotidien. Oui, c'est un petit peu moins confortable, mais par contre, c'est appréciable aussi, dans le sens où le soir, le lendemain, quand on rentre, on se dit qu'on a vraiment vécu quelque chose. C'est pas un gros investissement. Et voilà, faut lever les barrières du trek parce que c'est pas compliqué. Voilà. Ok, merci Olivier. À très bientôt. Alors, si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille ou sur vos réseaux. Sur Apple Podcast, vous pouvez aller nous mettre un commentaire sympathique, des étoiles, 5, pourquoi pas. Je vous laisse là, je vous souhaite de belles écoutes, à bientôt.